Salut, aujourd'hui on va voir comment survivre en architecture des ordinateurs avec pour support le DM pré-TD1 du groupe 4 que j'ai recopié juste ici. Alors d'abord je vais commencer par des petits tips généraux qui ne vous permettront pas réellement de, de travailler en architecture de la matière, mais plutôt de vérifier vos résultats et d'être capable donc de réussir à suivre malgré tout un peu le cours. Alors tout d'abord j'ai deux sites extrêmement pratiques qui sont notamment utilisables pour vérifier un résultat après un calcul. Par exemple, mettons j'ai 13 en base 10, je veux le convertir en base 2, voilà, ça me le convertit, c'est juste ici. Je veux me le convertir en base 12, voilà, c'est juste là. Je veux me le convertir en base 10, bah c'est 13, c'est juste ici. Et là on a la puissance de 2, un autre site extrêmement pratique. Donc du coup la puissance, ça va toujours être, par exemple, mettons 2, en l'occurrence en architecture des ordinateurs. Par exemple 2 à la puissance 16, bon bah voilà, ça fait 65 536. Donc ça fait également les négatifs. 2 à la puissance moins 3, c'est 0,125. Donc ça va être énormément utilisé là-dedans. Euh, et grâce à ces deux sites, vous allez pouvoir vérifier vos calculs. Euh, Par exemple, mettons, je cherche à vérifier le calcul, disons 7 en base 3 plus 8 en base, disons 5, et je veux le résultat en base 16. Voilà. Donc du coup, c'est pas particulièrement compliqué. On va commencer par vérifier, donc vous avez fait votre calcul. Vous allez donc prendre 7 de la base 3. Hop, vous allez le convertir en base 10. Voilà. Ah ben oui, non, pardon, 7 de la base 3, c'est n'importe quoi. Disons 12 de la base 3. J'ai pas réfléchi à mes exemples. Et de la base 5, pardon, on va prendre 14. Voilà. Donc 12 de la base 3, ça me fait 5 en base 10. Donc je vais pouvoir écrire juste en base 5. Plus 14 en base 5. Donc je prends 14 en base 5, ça me fait 9. Donc 5 plus 9, c'est de la base 10, ça fait 14. Et 14 en base 10, si je le convertis en base 16, ça fait E. Donc le résultat de 12 de la base 13, enfin de la base 3 plus 14 de la base 5, ça fait E en base 16. Voilà. Donc ça c'est un exemple par exemple pour vérifier vos calculs. Si vous avez un doute lors des exercices à la maison, ça peut être très pratique. Le lien de ces deux sites est en description. Donc tout de suite on va commencer les questions. Alors d'abord je vais commencer surtout par aller dans le contenu des cours et sortir la partie 1 que voilà, qui va être très utile. Ceux-là je vais les fermer, je n'en aurai pas besoin. On va attendre tranquillement que ça se charge et voilà. En attendant, on va commencer. Donc le système sexagésimal. On a le choix entre un système pour les sexagénaires, permettrait manuellement de remplacer des 0 par des 1, un système de numération positionnelle ou les trois. Donc les sexagénaires, pour ceux qui ne le savent pas, une rapide recherche Google ou dans un dictionnaire nous apprend que ce sont les personnes de plus de 60 ans. Et donc naturellement stupide de penser qu'un système en base ait été fait pour cela. En revanche, si je peux aller chercher dans son cours, hop, voilà, le système sexagésimal, nous voyons que effectivement cela fait partie du cours sur Wikipédia. Le système sexagésimal est un système utilisant la base 60, qui est donc principalement un système de numération positionnelle, comme on peut le voir hop, juste en bas. Voilà, base de numération positionnelle, Wikipédia nous l'indique bien.
ça nous sert, entre autres, c'est le système qu'on utilise pour les minutes et les heures. C'est en base 60. Donc bien évidemment, puisque cette réponse-là est bonne et que cette réponse-là est fausse, cette réponse-là est aussi forcément fausse, vu que ça ne peut pas être celle-là. Donc la bonne réponse, c'est que le système sexagésimal est un système de numération positionnelle. Un boulier classique, donc encore une fois, effectivement, le boulier, cela fait partie du cours. Hop, il est juste ici. Voilà, on a donc notre article Wikipédia. Et si on regarde le cours, un boulier classique, effectivement, c'est un abaque. On peut comparer l'abaque est juste là. Un abaque, c'est une version un peu simplifiée du boulier. Le boulier est un abaque. Donc, cette réponse est correcte, mais on va devoir continuer puisque vous voyez les 3 dernières réponses. Donc, on doit également vérifier si ces 2 réponses-là sont correctes. Un boulier classique est lié au système de numération décimale. Alors, effectivement, vous pouvez le vérifier très rapidement sur Wikipédia. Le boulier est lié au système de numération décimale. Ça faisait partie du cours. Et un boulier nécessite de comprendre l'absence la notion d'absence que dénote le chiffre 0. Alors forcément, puisque ces deux-là sont vrais, on se doute que celui-là va être aussi. Mais encore une fois, hop, par exemple, si je vais mettre absence, hop, je l'ai mal écrit. Non, je l'ai pas mal écrit. Mettons chiffre, c'est écrit quelque part. Non, chiffre. Bon, alors un peu de recherche un peu plus aboutie nous le confirmerait, mais effectivement, c'est vrai. Donc la bonne réponse, c'est celle-ci. 140, donc du coup en base 10 naturellement, est égal à, alors 140 en base 10, c'est égal à 214 de la base 8. Hop, j'avais déjà montré dans la précédente vidéo les conversions de base et c'est également écrit dans le cours. Hop, donc on peut le vérifier relativement facilement. Je le montrerai dans une prochaine vidéo où je répondrai à des questions type de WooClap. Pour adresser 16 000 mots, un registre doit avoir 16, 14 bits ou 16 octets ou 14 mots ou aucun des 4. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour adresser 16 000 mots, un registre doit avoir. Donc un registre, ça va désigner globalement à peu près n'importe quoi. Ça va être une liste de possibilités de données. Et donc là, on va avoir donc, un registre qui doit adresser 16 000 mots. Donc 16 000 mots, ça va être 16 000 valeurs différentes, tout simplement. Par exemple, 0 est un mot, 1 est un autre mot. Voilà. Donc on cherche à savoir quelle taille doit faire un registre qui comporte 16 000 mots. Alors donc du coup c'est du binaire, donc les mots possibles ça va être 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, etc. Donc un bit c'est un 0 ou un 1 informatique, donc là on est sur du binaire pur. Un octet c'est 8 bits, donc du coup là ici ça c'est 2 puissance 0 et ça c'est 2 puissance 3. Et 14 mots, c'est juste 14 mots. Donc on voit assez rapidement que ça ne peut pas être la bonne réponse puisqu'on a 16 000 mots. Donc en fait, si on convertit rapidement, 16 octets, c'est 16 fois 8 bits. On se rend bien compte que ce n'est pas du tout 16 000. Et 14 bits, donc du coup c'est 2 à la puissance 14. Et ça nous donne approximativement 16 000 et quelques. Donc du coup on voit qu'un registre et 13 bits c'est pas suffisant, on tombe en dessous à 8 000 et quelques. Donc on voit que pour avoir 16 000 mots, un registre doit avoir 14 bits. Voilà. Alors, le kibi et le mébi sont des préfixes binaires semblables aux préfixes décimaux, kilo et méga. Combien d'entiers positifs différents peuvent-ils être représentés via un mot en mémoire de 32 bits? Alors cette question, elle a posé un peu plus problème au sein de la fac d'après les retours que j'ai eus. Exprimer le résultat en mébi. Alors encore une fois, il faut bien réussir à comprendre l'énoncé. Donc on a deux nouvelles valeurs, le kibi et le mébi, qui sont des valeurs binaires. Donc un kibi, ça va valoir un certain nombre, un certain chiffre. Semblable aux préfixes décimaux. Donc par exemple, on voit ici qu'un kibi c'est égal à 2 puissance 10. Donc c'est pas une unité de mesure, ça va être une valeur tout simplement. Donc ici on a un kilo qui est 10 puissance 3, un mébi pardon, qui est à 2 puissance 20
et 1 méga, qui est à 10 puissance 6. Donc on cherche à savoir combien 32 bits sont exprimés en mébi. Donc les valeurs qui vont nous intéresser, ça va être la valeur d'un mébi, c'est-à-dire 2 puissance 20, et combien 32 bits cela fait. Donc 32 bits, c'est 2 puissance 32, puisqu'on est en binaire. Jusque là, rien de bien compliqué. Et donc du coup, combien de mébi cela fait? Et ben, on va donc du coup faire 2 puissance 32 divisé par 1 mébi, c'est-à-dire 2 puissance 20. Donc 2 puissance 32 divisé par 2 puissance 20, ça nous donne 2 puissance 12. Et 2 puissance 12, c'est dans le cours, on est censé connaître les puissances, c'est égal à 4096. Donc, 4096 entiers positifs différents peuvent être représentés via 32 bits. 4096 mébi différents. Exactement. Donc, on va pouvoir indiquer par exemple 4096 mébi. Alors, en l'occurrence, sur le site, il ne fallait rien préciser. Voilà. Donc, question 6. Supposez que vous ayez une bande de papier toilette de 1024 mètres de long et que vous puissiez la plier en deux parties égales, 12 fois de suite. Donc on peut par exemple s'aider d'une représentation du problème. On voit bien ici que si j'ai une bande de 1024 mètres et que je la plie en deux, 12 fois, ça revient à donc tout simplement la diviser par deux 12 fois jusqu'à avoir une petite valeur que l'on cherche. Donc, comment faire cela? Il suffit donc de diviser 1024, la valeur, par 2 puissance 12. Voilà. Donc 1024 divisé par 2 puissance 12. Alors, dit comme ça, le calcul est un peu compliqué. Heureusement, on sait que 1024, c'est égal à 2 puissance 10. Donc ça nous simplifie. 2 puissance 10 divisé par 2 puissance 12, ça fait 2 puissance moins 2. Et 2 puissance moins 2, c'est égal à 0,25. Donc, attention, cependant, il faut indiquer le résultat en centimètres et non en mètres. 0,25 mètres, c'est 25 centimètres. Voilà. Supposons qu'une personne X soit née en l'an 2000, que chacun de ses ancêtres ait eu un enfant à l'âge de 32 ans, et jamais avec une personne partageant un même ancêtre que lui. Est-on sûr, à partir de quel nombre minimal de générations d'ancêtres de X, est-on sûr que X descend de toutes les personnes de la population mondiale? Donc, il faut bien comprendre le problème. Effectivement, on a beaucoup de données dans l'énoncé qui vont être assez superflues. Excusez-moi. Par exemple, vous voyez, on cherche le nombre de générations d'ancêtres et non pas la durée totale de la chose. Donc, par exemple, toutes ces informations à l'âge de 32 ans, durée d'une génération 32, c'est inutile. On va donc faire le tri dans les informations importantes. La population mondiale avant le XVIe siècle, nous ne cherchons pas une date, donc c'était inutile aussi cette information. On va prendre la population mondiale était inférieure. À partir de quel nombre minimal de générations d'ancêtres est-on sûr qu'il descend? Et voilà, donc ici le problème a été simplifié. Donc il s'agit d'en faire une représentation, on va comprendre. Donc on va mettre une personne X qui a bien évidemment un père et une mère. Et le père et la mère ont tous deux des parents comme ça. Et donc on va obtenir à la fin un arbre. Et donc si je compte, ça nous fait par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personnes. Donc X a à l'heure actuelle 14 parents sur 3 générations. Et nous, on cherche à savoir combien de générations doit-on remonter pour que X ait ce nombre de parents. Or, ce nombre, c'est égal à 2 puissance 30. Et on remarque assez naturellement ici que chaque génération est une puissance de 2 différente. On le voit bien, 1, 2, 4, 8, c'est des puissances. Donc du coup, heureusement pour nous, la réponse est donnée dans l'énoncé. X descend, on est sûr que X descend de ce nombre de personnes au bout de 30 générations. Voilà. La question 8. L'informatique naturelle. Donc c'est une question courte, encore une fois. Donc on peut bien évidemment vérifier après coup
informatique naturelle qui est à lire. Nous avons encore un autre article Wikipédia. Et donc du coup, si on regarde dans l'article, on s'aperçoit que l'informatique naturelle inclut des réseaux de neurones artificiels, des algorithmes et tout. Ceci, c'est vrai, hein. On peut, par exemple, s'amuser à rechercher sur le Wikipédia. Voilà, ça en parle ici. Les principaux domaines de recherche, c'est les réseaux de neurones artificiels, les algorithmes évolutionnistes, l'informatique quantique. C'est une réponse qu'on retrouve ici. On voit également rapidement sur le Wikipédia que cela repose également sur des méthodes d'autoréplication et que ça peut également avoir des résultats, les cellules automates. Donc, naturellement, la bonne réponse, c'est les 3 dernières. Ensuite, la question 9. Donc du coup, on va devoir calculer la valeur de ceci. Donc ça, c'est un exercice comme je l'avais présenté lors d'une ancienne vidéo. On va devoir calculer sa valeur en puissance de 2. Donc le moyen le plus simple, effectivement, c'est de calculer et de comparer avec les réponses. Donc on a SQRT de log de 2 de machin, multiplié par ce nombre, multiplié à nouveau par ce nombre. Donc, hop, si je vous le prends juste ici, quoique non, j'en aurais pas besoin de le faire en dessous. Voilà, vous voyez donc qu'on va d'abord essayer de réduire ce log qui nous embête. Heureusement pour nous, on sait que 65 536 c'est égal à 2 puissance 16 et log de base 2 de 2 puissance 16 c'est égal à 16. Donc du coup on va déjà une première fois pouvoir simplifier ce calcul en le réduisant à ceci. Hop, la racine carrée de 16, on peut naturellement la calculer de tête, ça fait 4, hein, 4 fois 4, 16. Mais on a encore des chiffres assez indigestes. Hop, heureusement pour nous, on va pouvoir les travailler sur des puissances de 2. Donc on va travailler tous les chiffres en puissance de 2 et on va les réécrire. Ça va être beaucoup plus facile. Donc on obtiendra 3 nombres, avec tous les 3 une puissance de 2. Alors 4 à la puissance de 2, c'est 2. Voilà, 2 puissance de 2, c'est 4. Ensuite, ce chiffre-là, 32 768, à la puissance de 2, c'est 15. C'est du par cœur. Et 2 et 0,0625, c'est en réalité la même chose que moins 4. Donc 2 puissance de 2 fois 2 puissance 15 fois 2 puissance moins 4, c'est égal à 2 puissance 13. Et donc la bonne réponse, c'est 2 puissance 13. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, question 10. Pour la taille d'une mémoire, 1 Tera est égal à 1 Teraoctet, pardon, c'est important, est égal à 1 Terabit, 1024 gigabits, ou 1 kilooctet fois 1 gigaoctet, ou les 3 dernières, ou aucune des 4. Alors, 1 Teraoctet, c'est du coup égal à 1 Tera d'octet, à ne pas confondre avec 1 Terabit. Hein. 1 octet, c'est 8 bits. Donc du coup, en terabits, c'est assez naturel de conclure qu'un teraoctet, c'est 8 terabits. Donc ça ne peut pas être la bonne réponse. Pareil, 1024 gigabits, après une rapide conversion, on voit que ce n'est pas le cas. En revanche, concernant 1 kilooctet et 1 gigaoctet, donc on va s'interroger. Donc on sait que 1 teraoctet de données, c'est égal à à 3 zéros de plus qu'un milliard. Donc 4 fois 3 zéros d'octets. Voilà, donc 1000 milliards d'octets. On sait que 1 gigaoctet, lui, est égal à 1 milliard d'octets. Et que 1 kilooctet est égal à 1 million d'octets. Non. Oui, si, c'est ça, excusez-moi. Donc, après un calcul rapide, on peut effectivement voir que 1 kilo fois 1 giga, ça nous donne 1000 milliards d'octets, donc 1 teraoctet. Et la bonne réponse est celle-ci. Et voilà, du coup maintenant nous avons vu les 10 questions du pré-TD1, qui sont donc des questions plutôt type de ce début de cours, qui reviennent régulièrement en WooClap. Et nous avons vu donc du coup comment les résoudre facilement
et survivre au cours d'architecture de la matière. Bien évidemment, des ordinateurs, pardon. Bien évidemment, du coup, je suis passé très rapidement en détail dessus. Des révisions bien plus approfondies s'imposent pour maîtriser réellement le cours. N'hésitez pas à demander de l'aide dans les commentaires sur le Discord ou mieux directement en cours aux profs ou aux élèves hors des créneaux de cours. Tout le monde sera disposé à vous aider pour comprendre. Je ferai une prochaine vidéo pour répondre à plus de bootlaps un peu différents sur des conversions de base, car je sais que beaucoup d'entre vous ne les maîtrisent pas encore. Et je m'arrangerai également pour faire le plus rapidement possible des vidéos sur méthodologie scientifique pour bien réviser le contrôle continu qui approche. Voilà,